Il est toujours émouvant pour un Russe d'avoir le droit de plonger dans les archives de son pays à la recherche de son histoire et de ses aïeux. Celle de ma famille en Russie est dans des cartons, dans les sous-sols des archives nationales. La fin de notre histoire, là-bas, a commencé en même temps que la fin de celle du tsar Nicolas II, le 15 mars 1917. Ce jour-là, l'empereur de toutes les Russies a fait basculer le monde dans une nouvelle époque. Voici le manifeste de l'abdication de Nicolas II du trône de Russie, signé par lui-même. Nous déclarons, pour le bien du peuple, notre volonté d'abdiquer du trône de l'État russe et de nous décharger du pouvoir suprême. Ne souhaitant pas nous séparer de notre fils adoré, nous léguons notre héritage à notre frère, le grand-duc Michel Alexandrovitch, et nous lui donnons notre bénédiction pour son accession au trône de l'État russe. Un mois avant, la révolution de février, celle des bourgeois, a fait vaciller le trône. Pour éviter que tout s'embrase, le gouvernement provisoire et les chefs des armées exigent son départ. Ces deux parlementaires, Choulgine et Goutchkov, obtiendront sa signature au crayon à papier en bas de cette feuille. Quand il signe, mon trisaïeul n'est sans doute pas très loin. Le prince Vassili Dolgorouki est alors le chef de la maison militaire du tsar. Les généraux, quand ils le poussent à abdiquer, ils ne se rendent pas compte, et lui non plus, qu'en signant cet acte, la monarchie va disparaître. Il pense, voilà, j'abdique, rien de grave. Mais personne n'avait d'expérience politique. Donc ils ne comprennent pas que c'est une faillite de l'ancienne façon de gouverner, que c'est un écroulement complet, un krach. La Russie et l'Europe ne seront plus jamais les mêmes. Et la famille Romanov, en compagnie de mon aïeul, entame ce jour un très long voyage qui s'achèvera dans le sang, 17 mois plus tard, à l'été 1918. Avant-guerre, la famille impériale russe vivait dans une tour d'ivoire. Nicolas a 4 filles, Maria, Olga, Tatiana et Anastasia. Sa femme allemande, Alexandra, née Hesse-Darmstadt, lui a donné aussi un fils, qu'il adore, Alexei. Un enfant sensible et fragile, hémophile, qu'il protège comme la prunelle de ses yeux. Depuis le début du siècle, la Russie gronde, conteste et de temps à autre se soulève. Une première révolution a avorté en 1905 et depuis, la famille impériale s'est installée au palais Alexandre, à Tsarskoye Selo, à 20 km de la capitale, Saint-Pétersbourg. C'est un havre bucolique, à l'abri des émeutes, à l'écart des ragots et des règlements de compte de la cour. Juste avant la guerre, la petite famille vit heureuse et insouciante dans son joli palais, lourdement protégé par des unités cosaques. On joue dans les jardins. Mon aïeul, Vassili, et ses grandes moustaches, veillent sur ce petit monde préservé des menaces qui s'accumulent.
Vous savez, ils étaient heureux ensemble. Ils se suffisaient à eux-mêmes. Il y avait un très petit cercle, dont Dolgoruki, un petit cercle qui connaissait très bien la famille. Ils se suffisaient tellement à eux-mêmes que ce repli sur soi les a amenés à ne plus faire attention au peuple et à la situation. Cet isolement, la concentration sur sa famille, les a rendus indifférents à tout, puis à négliger la situation et à ne pas réaliser qu'il était en fait incompétent. C'est une spirale infernale. Nicolas devient très vite l'architecte en chef du malheur de son empire. Se méfiant de ses ministres et autres fonctionnaires, il garde ses décisions secrètes, maintenant l'illusion qu'il est le seul à tout contrôler. Il n'a même pas de secrétaire privé. Le système autocratique pourrit sur pied, et Nicolas s'immerge dans les fantasmes. Il ne voit que des paysans heureux de travailler dans les champs. Il est sûr que le peuple est pétri de respect pour le trône et qu'une église dévote se sacrifie pour le souverain orthodoxe. Il ne veut pas voir que la grande majorité des 140 millions de sujets de la Russie sont des paysans sans instruction, à moitié affamés et à demi asservis. Et qu'ils sont de plus en plus nombreux à aller chercher un moyen de survivre en ville. Grossissant dans les nouvelles usines, un prolétariat maltraité est de plus en plus sensible aux idées révolutionnaires. Nicolas se préoccupe bien plus de sa diplomatie. Bousculé par la montée en puissance de l'Allemagne de l'empereur Guillaume. Lui, cousin du roi d'Angleterre George V et grand ami du président Poincaré, fait le choix de la triple entente Russie, France et Grande-Bretagne. En 1914, quand la guerre éclate, la Russie fait semblant d'être prête. Elle jette 3 millions d'hommes dans la bataille, mais c'est immédiatement le désastre. Nicolas pensait naïvement qu'il réglerait le problème allemand en 2-3 mois, que la victoire serait facile. Mais après les premiers gros combats et les premières grandes défaites, il y a eu une certaine forme de dégrisement. Et la production d'armement s'est vite révélée insuffisante. La Russie bat en retraite partout. Nicolas II, pour sauver la patrie, décide de prendre le commandement de l'armée. Il limoge en 2 minutes son oncle, ce généralissime géant que la troupe adorait. C'est une mauvaise idée. Désormais, Nicolas II est directement responsable de la déroute. Début 1917, l'armée compte 1 500 000 morts, 5 millions de soldats sont blessés ou prisonniers. La Russie a perdu une bonne partie de son territoire occidental. Naturellement, dans les années 1916-1917, la population était épuisée par la guerre, totalement épuisée. C'était interminable. 5 trains de blessés arrivaient à Saint-Pétersbourg et à Moscou tous les jours. Tous les jours. Il fallait les accueillir, les soigner. On voulait la paix. La paix. Quand la guerre va-t-elle s'arrêter ? Derrière les lignes, on n'a plus le temps d'enterrer les morts. L'armée est en débâcle. Elle n'est plus ravitaillée. Le pays est exsangue. Et les villes et les campagnes meurent de faim. En février 17, les émeutes du pain portent les socialistes modérés au pouvoir.
Lénine et les bolcheviks attendent leur heure, en organisant révolte et coups de force. Nicolas II donne l'ordre de tirer sur son peuple. Il y a des morts. Plus rien désormais n'arrêtera la révolution russe. Début mars, le tsar abdique, au cœur de ce qui fut son quartier général. Il écrit. Mercredi, dernier jour à Mogilev. À 10 h, j'ai signé mon retrait de l'armée, salué tous les membres de l'état-major. Avec les officiers cosaques, mon cœur s'est presque déchiré. Le temps était venteux, à la gelée. C'était dur et douloureux. Tout son monde est en train de basculer dans l'abîme. Mais il n'a qu'une idée en tête, retrouver sa famille à côté de Saint-Pétersbourg. Il reprend son train bleu. À ses côtés, il y a mon fidèle aïeul, Vassili, qui tente sûrement de le rassurer. L'empereur déchu imagine que le gouvernement provisoire va le protéger et lui assurer une fin de vie paisible. Nouvelle erreur. Son train est bloqué en pleine voie, 300 km avant Saint-Pétersbourg, par un soviet d'insurgés, paysans, soldats et ouvriers révoltés. Les vrais ennuis commencent. Il faut 6 jours de négociations pour que le train puisse repartir. Au palais Alexandre, dès lors, rien ne va plus. Haïe par le peuple russe, l'impératrice allemande, soumise trop longtemps à l'influence diabolique du moine Raspoutine, est assiégée dans son palais. Le gouvernement provisoire dépêche des troupes, la prestigieuse garde de Novgorod, pour protéger la famille. Mais les troubles aux portes du palais se multiplient. En ce mois de mars, Alexandra et ses enfants échappent eux aussi, de justesse, à un sort funeste. En fait, le palais était assiégé. Ceux qui étaient à l'intérieur se préparaient à mourir parce que justement, près de cette délimitation, qui est presque identique aujourd'hui, quelques centaines de soldats, de marginaux, sous ou à moitié sous, s'étaient rassemblés pour attaquer la famille impériale. Ils n'attendaient qu'un ordre, mais aucun ordre n'a été donné. La nouvelle de l'abdication du tsar se propage très vite. Aux portes du palais, la foule demande des comptes. Le 21 mars, c'est la pire des journées. Le nouveau général en chef, Kornilov, mandaté par le gouvernement provisoire, vient signifier à Alexandra que toute sa famille, tsar compris, est désormais aux arrêts. Elle écrit. J'ai écouté silencieusement le général qui portait encore ses décorations impériales. Il n'est pas maître de ce qu'il dit. Dieu le jugera. Des soldats révolutionnaires prennent la relève de la garde de Novgorod. Un calme relatif revient. Le lendemain, à 4h45, le train bleu du tsar reprend sa route vers la gare de Tsarskoye Selo, la plus proche du palais. Il y arrive en fin de matinée. Ils sont arrivés le 22 mars 1917 à 11h30 dans la gare de Tsarskoye Selo, où nous nous trouvons maintenant. Il n'y avait qu'un colonel pour accueillir le souverain et sa suite. Tous ceux qui avaient accompagné Nicolas pendant ce voyage ont sauté sur le quai et se sont enfuis comme des lapins dans toutes les directions. Vassili Dolgorouki est le seul à être descendu dignement avec Nicolas à la descente du wagon. C'est le seul à être resté à ses côtés, à l'avoir accompagné jusqu'au palais Alexandre et qui ne le quittera plus. Tous deux montent en voiture direction le palais. Le tsar ne sait pas encore précisément quel est son statut, mais on l'informe dès qu'il arrive. Ici, tout le monde est aux arrêts. La famille et ceux qui l'accompagnent, dont mon aïeul Vassili.
Dans les chambres, rien n'a changé, mais ils ont coupé l'électricité et l'eau. Ils marchaient pour se réchauffer. C'était le mois de mars, très froid. Ils allaient casser la glace des étangs pour avoir de l'eau. Ils n'avaient plus de provisions, personne n'en apportait. Ils vivaient littéralement de minuscules portions, parce qu'ils étaient encore nombreux dans le palais. Les conditions étaient exactement celles d'un emprisonnement. La fin de l'hiver est rude. La température tombe parfois jusqu'à -40. Il faut rationner de pitoyables réserves pour éviter la famine à la famille et à son maigre entourage. Les représentants de l'Empire sont obligés de se faire des ampoules aux mains et de transformer leur joli parc en potager. Leurs gardiens, prélevés dans les garnisons de Saint-Pétersbourg par le gouvernement provisoire, sont sans doute déjà sensibles à la propagande bolchevique qui balaye la capitale. Ils ricanent. Parfois aussi, un reste de dévotion leur revient. Alors ils posent aux côtés de ce tsar autrefois si redouté et désormais bonhomme et avenant. Un empereur toujours sous la garde de mon bon ancêtre Vassili Dolgorouki, aux moustaches toujours frémissantes et en uniforme toujours aussi impeccable. Au printemps, il ne reste plus au palais Alexandre que quelques fidèles, dont mon aïeul, tout à gauche sur cette photo. Parmi ceux autorisés à rester, il y a aussi sa propre mère et son nouveau mari, il y a le précepteur de la famille impériale et 3 dames de compagnie de la tsarine. L'une d'elles, Anna Virubova, écrit. Je regardais par la fenêtre. Dans le jardin, autour du palais, il y avait l'empereur de toutes les Russies, et avec lui son fidèle ami, le prince Dolgorouki. Ils étaient entourés de 6 soldats armés qui ont poussé l'empereur avec les poings, mégots à la bouche, comme si c'était un délinquant. Il ne faut pas aller là, revenez quand on vous le dit. Étonnamment, la famille impériale subit sans broncher. Une fois encore, Nicolas II semble détaché des contingences de ce monde. La monarchie n'est pas encore hors la loi. Il pourrait chercher des soutiens, se révolter, fuir. En fait, il se résigne à toutes les brimades. On a même interdit à Alexandra Fedorovna et Nicolas II de communiquer entre eux. Ils n'avaient pas le droit de discuter en langue étrangère. Ils pouvaient parler seulement en russe. Et pendant les promenades, ils étaient toujours surveillés. Donc ils essayaient de ne pas les laisser seuls. Ils craignaient une quelconque entente ou un complot, bien que Nicolas II et Alexandra Fedorovna n'aient jamais fait quoi que ce soit en ce sens. Ils respectaient à la lettre les mesures disciplinaires qui leur avaient été prescrites. Au-delà des grilles du palais, où la famille impériale découvre la vie de prisonnier, la Russie se trouve confrontée à 2 difficultés majeures. La guerre, tout d'abord, qui se poursuit, puisque le gouvernement bourgeois libéral du prince Lvov en a pris l'engagement auprès des Alliés. Et puis l'agitation révolutionnaire. Les soviets, ces comités qui fleurissent partout, bloquent les décisions du pouvoir provisoire. Leurs membres sont encore peu nombreux, mais ils sont armés et leurs revendications sont extrêmement populaires. Lénine, en exil en Suisse, dirige le mouvement à distance. Les Allemands vont l'aider à reprendre pied en Russie. Ils affrètent un train pour l'expédier à Saint-Pétersbourg avec 200 de ses camarades. Objectif des Allemands, accentuer le chaos en Russie dans l'espoir que le front de l'Est s'écroule. Lénine ne rate pas l'occasion. Il fédère le parti bolchevique et le lance à la conquête du pouvoir. Un avocat libéral, Alexandre Kerensky, devient chef du gouvernement. Il poursuit la guerre. Il fait face aux bolcheviks et décide de protéger les Romanov des excès du peuple, au cas où l'Empire redeviendrait une solution politique. Le 31 juillet, la famille impériale, qui rêve de partir en Crimée, est évacuée du palais Alexandre où elle vient de passer près de 5 mois.
On avise Nicolas qu'on les envoie à un autre endroit, sans précision. Il a demandé des éclaircissements, mais on leur a juste indiqué de prendre des vêtements chauds. Ils ont donc compris qu'ils ne partaient pas à Livadia, en Crimée. Mais il leur restait un autre espoir, qu'on les envoie en Angleterre. L'exil en Angleterre, ce serait une évidence familiale et politique pour les Romanov. George V, solidement installé à Buckingham, va sûrement tendre la main à son cher cousin Nick. Avant-guerre, les deux familles se fréquentaient beaucoup, comme toutes les monarchies d'Europe, enchevêtrées dans leurs alliances familiales. Nicolas et Georges, cousins par le biais de la famille royale danoise, entretenaient une correspondance très chaleureuse. Ils se ressemblaient tant tous les deux. Ils se ressemblaient incroyablement. Ils avaient taillé leur barbe et leurs moustaches de la même manière. Donc je pense qu'ils cherchaient à se ressembler. Mais le roi d'Angleterre, froidement réaliste, va abandonner son cousin le tsar. Malgré son affection pour Nicolas II, George V ne voulait pas que la monarchie britannique soit associée avec un despote étranger détesté. Et le fait est que Nicolas II était considéré partout en Europe comme le plus grand des tyrans. Le plus grand des tyrans en charge d'une grande puissance. Et oui, il adorait jouer à « on est cousins, on se ressemble comme des jumeaux ». Mais ça voulait dire « allez Nicolas, reste chez toi et que le destin décide de ton sort ». Le gouvernement provisoire n'a donc pas les moyens de se débarrasser discrètement du problème des Romanov. Il décide donc de les évacuer dans le plus grand secret en Sibérie, dans une région encore peu touchée par les mouvements révolutionnaires. Ironie du destin ou revanche, la Sibérie est depuis des siècles la terre d'exil pour les déportés du régime tsariste. On leur a donné peu de temps pour se préparer. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de laisser beaucoup de choses de valeur ici. Et en fait, ce qui était le plus difficile pour eux, c'était qu'ils allaient devoir couper tous leurs liens avec Saint-Pétersbourg et ce palais à Tsarskoye-Selo. Ils savaient au fond, naturellement, qu'ils partaient pour toujours. C'est pourquoi les adieux furent un épisode incroyablement tragique. On les a autorisés à prendre quelques affaires et ils ont attendu sur des chaises jusqu'au matin, jusqu'au petit matin. On les a ensuite emmenés en grand secret. Ils ont traversé le parc dans cette direction. Ils sont montés dans des automobiles et avec leurs quelques affaires, on les a emmenés à la gare. Dans son journal, l'impératrice écrit « Quelle souffrance notre départ. Tout est rangé. Les chambres sont vides. Quelle douleur. » Dans l'aube grise, une trentaine de personnes prennent ainsi clandestinement, ou presque, le chemin de l'exil intérieur. Le tsar, la tsarine, leurs 5 enfants, leurs précepteurs suisses, 2 médecins, quelques serviteurs, dont Val Dolgorouki, fidèle parmi les fidèles. Direction Tobolsk, via Tioumen. 2500 km à vol d'oiseau, mais plus d'une semaine de voyage, en train puis en bateau. Pour la première fois depuis plus de 2 siècles, il n'y a plus de tsar dans les palais de Saint-Pétersbourg. Alors le nouveau pouvoir, qui est encore celui des bourgeois, se rue sur les richesses abandonnées. Dès le 2 août, le gouvernement provisoire envoie ainsi une commission au palais Alexandre pour inventaire. Elle comprend un photographe
qui fixe pour l'éternité et en couleur les derniers fastes de la famille impériale. Le palais Alexandre leur était évidemment très cher. C'est là que Nicolas et Alexandra se sont rencontrés et qu'ils ont passé leur enfance. C'était leur refuge, leur jardin enchanté, leur jeunesse. Quand ils venaient ici, ils se donnaient rendez-vous dans la petite maison des enfants. Il y a une jolie note sur cela dans le journal de Nicolas II. Adieu, bois précieux, belles toiles et riches tentures. L'avenir sera beaucoup moins luxueux. Voilà où ils devront vivre, désormais. Tobolsk, une destination toujours plutôt rude. En 1917, c'est une grosse bourgade inaccessible, ou presque. Il n'y a pas encore de gare, juste le fleuve, quand il n'est pas pris par les glaces. Le 4 août, la famille est à Tioumen. Il y a encore des bateaux qui remontent l'Irtych. Les autorités ont réquisitionné un vapeur qui va pouvoir acheminer la famille et sa suite à Tobolsk. Un bateau plutôt luxueux, baptisé Rousse. Sans doute les derniers moments heureux des Romanov. Le 6 août, ils sont à Tobolsk. Ils vont y passer 8 mois. Valdolgorouki débarque et part en reconnaissance avec quelques autres passagers. Il tombe de très haut. Dans la soirée, il écrit dans son journal « Nous sommes arrivés en ville à 6 heures du soir pour voir comment serait la maison du gouverneur et ce qui avait été préparé. L'impression en général a été accablante. Une maison sale, délabrée, puante. 13 chambres avec quelques meubles, mais un horrible désordre et cette odeur pestilentielle. Tout cela a provoqué une pénible impression. Il a fallu rentrer et proposer à la famille de rester quelques jours sur le bateau, le temps d'arranger la maison. On est frappé par un tel laisser-aller des autorités et une telle négligence. Il n'y a pas encore d'intention de nuire à la famille impériale. Tobolsk est simplement négligé, pauvre et très isolé, loin des grandes métropoles et de la propagande bolchevique qui voue l'Empire aux gémonies. Dans cette ville, habituée depuis longtemps à accueillir les proscrits de l'Empire, il ne vient à personne l'idée de s'en prendre au tsar ou aux siens. À Tobolsk, les gens vivaient comme avant. Ils n'ont pas senti de changement dans leur vie quotidienne. Personne ne comprenait rien à la situation. Le pouvoir en place avait changé, mais bon, c'était la volonté de Dieu. Et en même temps, voilà que l'empereur débarque à Tobolsk, avec toute sa famille. Plusieurs versions circulaient. Peut-être que le gouvernement tout entier allait s'installer là. Vous comprenez, les gens s'imaginaient des choses, comme souvent. On se disait que peut-être il allait emménager ici, ou au contraire qu'il allait rentrer chez lui. Personne ne savait à quoi s'attendre. Les Romanov étaient en ville, et puis voilà. En cette fin d'été 1917, une nouvelle routine s'est installée dans la maison du gouverneur de Tobolsk, transformée en centre de détention impériale. Les Romanov ont quitté Saint-Pétersbourg avec beaucoup d'argent et de bijoux. Ils ont eu les moyens de la remettre un peu en état. Les maigres subventions du gouvernement provisoire n'y auraient pas suffi. Autour d'eux, il y a toujours un précepteur, quelques serviteurs, mon aïeul, 2 médecins. Et des gardes, bien sûr. La famille se recroqueville sur elle-même en s'inventant quelques occupations.
C'est toujours très émouvant de regarder ces photographies, surtout les photographies prises ici à Tobolsk, des membres de la famille impériale. Il est bien connu que le tsarévitch Alexei Nikolaïevitch et son précepteur Pierre Gilliard prenaient des photographies. Ils en ont pris beaucoup. On voit la une très intéressante où l'on voit Nicolas II assis avec ses 5 enfants sur le toit d'une serre en train de prendre le soleil. Ils sont habillés d'une façon pas très impériale. Ces chapeaux, ces écharpes. Difficile de se dire que ces jeunes filles sont de grandes princesses et qu'elles auraient pu devenir des femmes de roi. À Tobolsk, aujourd'hui, il ne reste que des fantômes et des murs. Mais l'histoire a de nouveau droit de cité en Russie. Alors la ville reconstitue cette maison telle qu'elle était en 1918. Ce sera un musée. Nicolas II avait justement installé une table ici. Il y lisait et il répondait à de nombreuses lettres. Il pouvait de la fenêtre contempler tout ce qu'il se passait sur la place de parade, autrefois importante, de la ville de Tobolsk. Il priait ici, réfléchissait au destin de son pays, de son peuple. Son épouse, parfois, venait lui tenir compagnie en s'asseyant sur le canapé noir en cuir. Et lors des célébrations liturgiques ou des moments passés en famille, il se rendait dans la grande salle commune, par là. À la sortie du bureau de Nicolas II, il y avait une ouverture sur le balcon. La famille impériale s'y tenait très souvent. Il y avait autrefois une porte-fenêtre ici. Alexandra Fedorovna, qui était malade, marchait très péniblement et se déplaçait quasi en permanence dans une chaise roulante. Le balcon lui était accessible. Au même étage, il y avait les quartiers des princesses. Elles étaient installées toutes les 4 dans une seule chambre. On leur avait installé des lits avec des sommiers métalliques. Il y avait très peu d'armoires, alors leurs affaires étaient posées sur des chaises. Mais ces jeunes filles vivaient en bonne harmonie et dans la joie. Il n'y a pratiquement plus de journaux. Mais le tsar suit avec inquiétude l'évolution des événements. Il a l'impression que le pays se précipite vers la ruine. En ce début d'automne, on l'entend pour la première fois regretter son abdication. Cette pensée ne le quittera plus. Le 7 novembre 1917, les dés de l'histoire sont jetés. La révolution dite d'octobre triomphe. Le palais d'hiver, symbole d'une époque révolue, tombe aux mains des bolcheviks sans un seul coup de feu. Partout, les soviets d'ouvriers, de paysans et de soldats tiennent la rue. Personne ne leur résiste, leurs revendications sont partagées par tous. La terre aux paysans, les usines aux ouvriers et surtout, la paix pour tous les peuples. Le projet politique des communistes est encore flou, mais la puissance de leur verbe et la force de leurs rêves vont permettre à une poignée de révolutionnaires de bouleverser le monde. En quoi consiste le pouvoir soviétique? Quels sont les objectifs de ce nouveau pouvoir? L'objectif le plus facile à atteindre, c'est la paix. Lénine ordonne tout simplement un armistice unilatéral. Il lâche les alliés de l'entente, la France et la Grande-Bretagne. Une guerre civile éclate dès la fin du mois de novembre 1917. Une paix séparée avec les Allemands est vitale pour les nouveaux maîtres du pays qui vont devoir défendre la révolution. Et pour les Romanov, il n'y aura plus jamais de retour en arrière. Tout a vraiment changé quand les bolcheviks sont arrivés. Ils ont enlevé les gardes qui étaient là. Ils les ont remplacés par des hommes à eux. Et ceux-là ont commencé à imposer des brimades à la famille.
Les Romanov sont traités désormais comme des droits communs. Leur geôlier évoque fréquemment leur imminent procès. La famille subit régulièrement insultes et vexations. Val Dolgorouki en arrive à prier le tsar de retirer ses épaulettes pour éviter les incidents avec les gardiens adoubés par les soviets. Mon ancêtre s'opposera aussi à des gardes un peu trop entreprenants auprès des duchesses. Un ennui angoissant s'abat sur l'enclos où est parquée la famille royale. Elle n'a qu'un petit morceau de cour ceinte d'une haute palissade pour que nul ne puisse les voir. Les enfants se fatiguent, deviennent plus souvent malades. Nicolas et Alexandra n'ont plus le cœur à rien. Il n'y a plus grand-chose à manger et au fil de l'hiver, les espoirs s'étiolent. La noblesse et l'Église, piliers du tsarisme, se sont évaporés et les grandes dynasties européennes se bouchent les oreilles. Le précepteur des enfants, toujours avec eux, écrit début avril 1918 « Nous sommes tous dans un état d'angoisse mentale. Nous pensons que nous sommes oubliés par tous. Est-il possible que personne ne lève un doigt pour sauver la famille impériale? Où sont ceux qui sont restés fidèles au tsar? Pourquoi tarde-t-il autant? » À Moscou, le pouvoir bolchevique est menacé. La guerre civile fait rage. L'armée rouge est en pleine réorganisation. Lénine réalise que les Romanov pourraient bien devenir l'étendard de la contre-révolution blanche qui se développe dans tout le pays avec le soutien des anciens alliés trahis. Les péripéties de la révolution, l'intervention tchèque, la guerre civile qui commence, tout cela change complètement le cours des événements. C'est le bras droit de Lénine à l'époque, Yakov Sverdlov, qui trouve la solution pour mettre les Romanov hors de portée des armées blanches. Il décide de les faire transférer dans l'Oural, à Yekaterinbourg. Lénine approuve, mais ne signe rien. Début avril, à Tobolsk, Nicolas est informé que la famille va être déplacée et qu'il sera le premier à devoir bouger. Destination inconnue. Nicolas ne veut pas partir seul, mais il n'a pas vraiment le choix. Son fils ne peut pas marcher, il a fait une mauvaise chute dans les escaliers. Et manifestement, les bolcheviks sont fermement décidés à ne pas mettre toute la famille dans le même train. Il y a plus de 600 km à parcourir dans le chaos de la Révolution et de la guerre civile. L'homme de confiance de Sverdlov, le commissaire Yakovlev, organise donc 2 convois distincts à destination de Yekaterinbourg-la-Rouge. Dans le premier train, Nicolas écrit « À 4 heures ce matin, nous avons dit au revoir à nos chers enfants. J'étais avec Yakovlev, Alexandra était avec Marie, et Val Dolgorouki était avec Bodkin. La température était glaciale et le vent déplaisant. Et ils sont arrivés à Yekaterinbourg. Ils ont été transférés dans la maison du commerçant Ipatiev, et là c'est le début d'une toute autre histoire. Vraisemblablement, ils ont choisi Yekaterinbourg parce que là, il y avait de solides détachements bolcheviques. Yekaterinbourg était l'épicentre des usines de l'Oural. Et dans ces usines, il y avait des bagnards criminels. Il y avait donc aussi les moyens nécessaires à la protection des bolcheviks. En fait, tout dans la ville permettait de verrouiller un régime carcéral pour la famille impériale. Ils sont arrivés le 30 avril. On les a sortis du train et emmenés en voiture parce qu'on avait entendu que s'était formée une foule à la gare.
qui souhaitait régler ses comptes avec l'empereur Nicolas. Ensuite sont arrivés les serviteurs qui n'avaient pas quitté la famille impériale. Le général Dolgorouki également, et avec lui l'officier Tatishev. Mais on les avait séparés. Dolgorouki et Tatishev ont été envoyés en prison. Pour loger la famille, le soviet de Yekaterinbourg a réquisitionné la maison Ipatiev, en pleine ville. Promesse est faite à son propriétaire qu'il la récupérera très vite. Sous-entendu, les Romanov n'y resteront pas longtemps. Aujourd'hui encore, nul ne connaît avec précision les intentions de Lénine et du bureau politique quant à la famille. Otages, éventuelle monnaie d'échange, c'est un secret d'État éradiqué comme la maison Ipatiev qui sera rasée dans les années 60. Il n'en reste que des reconstitutions modélisées. En ce début d'été 1918, en tout cas, la demeure est entourée d'une double palissade. Il y a des mitrailleuses sur le toit et des sentinelles partout. Le 30 avril, le portail se referme. Nicolas et sa maigre suite vont attendre un mois l'arrivée du reste de la famille. Elle aussi prend le train, fin mai. Les enfants, un médecin, le précepteur. Il prend des photos des Romanov encore en vie. Ce seront les dernières. On y voit la petite Anastasia, le tsarevitch Alexei et Olga. Le 23 mai, Nicolas II écrit « Ce matin, on nous a annoncé tour à tour que les enfants étaient à quelques heures de la ville, qu'ils étaient arrivés à la gare et enfin qu'ils venaient d'être amenés à la maison. Quelle immense joie cela a été de les revoir et de les serrer dans mes bras après 4 semaines de séparation et d'incertitude. » Dernier moment de bonheur. Derrière ces murs, le tsar et les siens vont disparaître définitivement aux yeux du monde. La ville est totalement contrôlée par des soviets d'ouvriers bien armés. Ce sont eux qui fournissent les gardes de la maison Ipatiev. Leur chef est un homme brutal, qui n'adresse la parole au tsar déchu qu'en le traitant de buveur de sang. Gardes et prisonniers se partagent le même étage autour de la salle à manger. Nicolas II s'est réservé un bureau dans le salon. Les chambres n'ont plus de porte, pour des raisons de sécurité, disent les gardes. Des gardes qui sont debout derrière les chaises quand les derniers serviteurs de la maison servent le maigre dîner des Romanov. Les 4 filles dorment dans une chambre commune, le prince héritier et ses parents dans la suivante, en enfilade. Ils n'ont plus d'intimité. Nicolas II écrit encore une fois dans son journal que pour par exemple aller se laver et pour aller aux toilettes, il fallait passer devant un poste de garde. Donc en permanence, la famille impériale était sous surveillance des bolcheviks. Au même étage, le commandant de la garde jouit du confort de la maison Ipatiev. Il ne retient pas ses hommes quand ils insultent leurs prisonniers ou qu'ils adressent des allusions graveleuses aux jeunes princesses. Les murs sont couverts de graffitis obscènes. Tout ce qui a pu être volé l'a été. La famille subit en silence. Nicolas II écrit peu et maladroitement. Il ne se plaint jamais, il s'en remet à Dieu. Il regrette simplement son ami, Val, prisonnier à l'autre bout de la ville. Lui ne tient pas de journal, mais il multiplie les courriers, que plus personne n'expédie, comme cet appel au secours à son frère. Mon cher Paul, j'ai été arrêté et mis en prison. J'ai écrit une lettre demandant de me libérer et de me laisser partir à Saint-Pétersbourg, voir ma mère malade. Dites-lui que si Dieu le veut, je la verrai bientôt. À Moscou, le pouvoir est inquiet. Lénine harangue la toute nouvelle armée rouge. La paix promise n'a pas duré. La contre-révolution à la fois monarchiste et républicaine prend de l'ampleur. C'est à nouveau le chaos, le carnage et la terreur. Exaction blanche contre crime rouge.
Anglais, Français, Américains, Grecs, Polonais, Roumains, Japonais, 12 pays interviennent. En Sibérie, une légion tchèque anti-bolchevique de 45 000 hommes prend Omsk et marche sur Yekaterinbourg. Pour les Romanov, l'espoir d'une libération renaît. Le 29 juin, Nicolas II écrit « Nous avons passé la nuit en état d'alerte, tous éveillés et habillés. La raison en est qu'il y a quelques jours, nous avons reçu l'une après l'autre 2 lettres dans lesquelles on nous prévenait de nous préparer à être enlevés par des personnes dévouées. Mais plusieurs jours s'étant passés sans que rien n'arrivât, nous nous sommes retrouvés torturés d'attendre ainsi dans l'incertitude. » Lénine, lui, n'a plus d'incertitude. Pas question que le tsar, s'il est libéré par les Blancs, devienne un symbole de la lutte contre les soviets. Avec son compère Sverdlov, il dicte un télégramme à son garde du corps ordonnant l'exécution de toute la famille impériale. Il est transmis aux soviets de Yekaterinbourg. Le pouvoir soviétique n'ira jusqu'à sa chute que l'ordre a bien été signé par le fondateur de l'État soviétique. C'est l'été, il fait lourd dans le jardin de la maison Ipatiev. Le 12 juillet, Nicolas II écrit ses derniers mots dans son journal. Alexis a pris son premier bain depuis Tobolsk. Son genou va mieux, mais il ne peut pas le plier encore complètement. Le temps est doux et agréable, aucune nouvelle de l'extérieur. Le 16 juillet, Alexandra consigne une journée banale dans son journal, éclairée par une arrivée miraculeuse d'œufs frais et une partie de cartes familiales dans la soirée. 10h30, nous partons au lit. Il fait 15 degrés. Elle prépare sa page pour le lendemain, 17 juillet. Elle restera blanche à jamais. On ne peut se faire une idée de cette soirée que par ce qu'ont écrit les bolcheviks eux-mêmes. Ils ne se contredisent pas entre eux sur l'essentiel. Ils disent que la famille impériale a été réveillée, qu'on leur a dit qu'on allait les transférer dans un autre endroit, qu'il fallait qu'ils se préparent et descendent au rez-de-chaussée. Jakob Yurovsky, le dernier commandant de la maison Ipatiev, les convoie dans les escaliers. On leur lit une condamnation à mort. Elle est immédiatement exécutée par une dizaine de membres de la police secrète. Nicolas II est mort d'un seul coup et est tombé tout de suite. Alexandra Fedorovna a été tuée de 2 coups. Les filles sont restées vivantes très longtemps, étant donné qu'elles avaient sur elles des bijoux, des diamants et d'autres pierres précieuses cousues dans leurs robes qui les avaient protégées. Et concernant le tsarévitch Alexis, il a été écrit qu'il a souffert un long moment. La légion tchèque arrivera trop tard. C'est elle qui filmera les lieux de la tuerie, mais elle n'en retrouvera pas les victimes. Les meurtriers ont chargé les corps dans un camion. Ceux du tsar, de son épouse, de leurs 5 enfants et de leurs 4 derniers serviteurs. Un peloton a été chargé de les faire disparaître. Les 11 corps ont été démembrés, brûlés, passés à l'acide et enterrés en plusieurs endroits de cette petite forêt, au lieu dit le vallon du Porcelet. Il n'y a eu qu'une seule annonce officielle, reconnaissant que Nicolas avait bien été fusillé, mais affirmant aussi que toute la famille avait été évacuée en lieu sûr, ce qui a permis que prospèrent plein d'imposteurs. Quelques copies de cette annonce télégraphique informant de l'exécution du tsar sont placardées dans les rues. Ce sera la version officielle jusqu'à la chute de l'URSS. Il faudra attendre 1991 pour que Boris Yeltsin, devenu président, autorise fouilles et enquêtes. Les historiens n'ont plus de doute. Toute la famille a bien été exécutée et les corps sont désormais tous identifiés. Aujourd'hui, une cathédrale a été bâtie sur ce qui fut la maison Ipatiev. Elle est devenue un lieu important de l'orthodoxie contemporaine. Nous sommes ici pour célébrer une grande fête ecclésiastique. Il y a presque 100 ans, un crime terrible a été commis. L'Église russe considère aujourd'hui le tsar et sa famille comme des saints.
De 1917 jusqu'à la fin de l'Union soviétique, elle s'en est prudemment abstenue. Le tsar et toute sa famille ont été tués, mis en pièces, torturés à mort. Chaque été, des dizaines de milliers de pèlerins viennent rendre hommage à ces martyrs. La nuit du 17 juillet, ils partent de la cathédrale, à pied, jusqu'au vallon du Porcelet, à 20 km de là. Curieux mélange de dévotion, de nationalisme et de bigoterie, révélateur aussi de la fascination de certains Russes pour un pouvoir fort et centralisé. Tous ceux-là, en tout cas, n'ont jamais levé le petit doigt pour retrouver Val Dolgorouki. On sait simplement qu'il a été abattu dans un bois, une semaine avant le massacre de la villa Ipatiev. Mais sa mort alimente toujours une querelle, chez nous, ses descendants. Il y a ceux qui le tiennent pour un héros, puisqu'il a servi son maître jusqu'au bout, et les autres, qui disent que s'il avait été moins bête, il aurait dû lui aussi s'enfuir comme un lapin sur le quai de la gare de Tsarskoye Selo au printemps 1917. Dans la famille, cette querelle-là ne sera jamais réglée. Nous sommes incapables de nous réfugier dans les certitudes des nouveaux tsaristes. Alors, nous allons simplement ouvrir entre nous un nouveau siècle de disputes familiales.